Angela Merkel, qui est quand même la chancelière de l'Allemagne, eh bien, a dit ce matin de fort bonne heure, que la solution en Syrie passait peut-être par un renouement du dialogue avec M. Bachar el-Assad. C'est un pavé dans la mare, sans doute dans la politique européenne. On va en parler ce matin avec Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur, et on va également évoquer le problème des réfugiés. Claude Guéant, bonjour. Bonjour, bienvenue dans ces studios. Alors, il y avait un sommet européen hier et Mme Merkel a dit que, eh bien, il fallait probablement, pour trouver une solution en Syrie, renouer le dialogue avec M. Bachar el-Assad. C'est votre avis ? Je crois que ce propos est parfaitement réaliste et bienvenu, et c'est tellement mon avis que cela fait des mois que je le dis. Je dis très clairement que Bachar el-Assad n'est pas l'avenir de la Syrie. Bachar el-Assad devra quitter le pouvoir en Syrie. Il a créé trop de désordre et trop de malheur. Mais ceci dit... Il est à l'origine du désordre actuel ? Bon, il n'est pas à l'origine de l'État islamique ni d'Al-Qaïda, c'est tout à fait clair. Mais s'il n'est pas l'avenir, il faut parler avec lui. Il y a, je crois, quelque chose qu'il est à prendre en compte dans cette affaire. Nous avons à faire face à un afflux considérable de réfugiés en Europe, et notamment de réfugiés syriens. On dit que 4 millions de Syriens ont quitté leur pays. Tous ne sont pas venus en Europe, mais sont en Jordanie, sont au Liban, sont en Turquie, dans des camps, dans des conditions extrêmement précaires. Bon, ils sont comme tout le monde, ces gens-là. Ils préféraient vivre chez eux si la sécurité était assurée. Mais pour assurer la sécurité, eh bien, il faut qu'il y ait un appui à l'armée syrienne. Les Français se disent favorables à une intervention terrestre. Il y a des forces terrestres en Syrie. Ce sont les forces syriennes, bien qu'elles aient été très diminuées dans leur capacité. Mais c'est les forces du régime syrien. Ce sont les forces du régime. Mais la question, Yves Tréhard, c'est celle de priorité que nous faisons entre nos objectifs. L'État islamique et l'Al-Qaïda menacent clairement l'Europe. Bon, ils commettent des attentats. Donc c'est eux qu'il faut prioritairement cibler. En revanche, Bachar el-Assad, lui, ne menace pas l'Europe. Donc s'il faut, c'est pour le bien de la population syrienne, pour que les Syriens puissent rentrer et vivre en sécurité et en paix chez eux, eh bien, il faut accompagner les efforts de l'armée syrienne pour éliminer l'État islamique. Donc vous approuvez aussi la politique de Vladimir Poutine qui soutient le régime je trouve et que qui se rapproche de l'Iran aussi. Donc ça, c'est quelque chose que vous voyez d'un bon œil. Ça revient à ce que je disais à l'instant en souhaitant qu'il y ait des buts qui soient précis. Bon, on sait bien que beaucoup de pays ont joué en Syrie des jeux extrêmement ambigus. On sait bien aussi qu'ils ont joué des jeux qui n'ont pas été couronnés de succès. Les États-Unis ont essayé d'armer et de former 5000 hommes pour lutter contre Al-Qaïda. Le général qui a été chargé de l'opération dit qu'au total, il y en a seulement 5 qui n'ont pas livré leur armement à l'État islamique. C'est quand même un échec tout à fait complet. De la même façon que la France a aidé aussi des mouvements qui se réclamaient de la Syrie libre et qui finalement ont livré leurs armements à Al-Qaïda en l'espèce. La politique de François Hollande est cohérente. Est-ce que vous approuvez sa politique justement en la matière en Syrie ? Sa politique a été très fluctuante, mais récemment nous avons vu un tournant important se manifester, puisque clairement il visait d'abord l'élimination de Bachar el-Assad. Et récemment il a dit que notre aviation allait faire des observations et ensuite éventuellement faire des frappes sur l'État islamique. Nous faisons des observations, il n'y a pas encore eu de frappe, mais enfin ça me semble aller dans le bon sens et dans le sens du réalisme. Et d'ailleurs ça n'est pas complètement innovant, puisqu'aussi bien il y a eu des conférences déjà Genève 1, Genève 2, qui rapprochaient toutes les grandes puissances du régime syrien qui était représenté par le ministre des Affaires étrangères. Alors, maintenant, on va parler des réfugiés, si vous voulez bien. Et vous avez quelqu'un des Républicains qui s'appelle Gérald Darmanin, que vous connaissez bien, qui dit que Hollande et Merkel, c'est la politique de la samba, c'est-à-dire que c'est un pas en avant, un pas en arrière, pour ce qui concerne justement l'accueil des réfugiés. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Surtout, l'Union européenne et les acteurs importants que sont au sein de l'Union, la France et l'Allemagne, ne manifestent pas beaucoup de réussite. Il y a eu avant-hier une réunion des ministres de l'Intérieur, hier une réunion du Conseil européen, c'est-à-dire des chefs d'État et de gouvernement. Quelles ont été les décisions prises ? On s'est loué des décisions prises lors de la réunion des ministres. En fait, il n'y a pas eu d'accord sur la répartition des flux entre les différents pays. 120 000 et réfugiés, il a été indiqué de surcroît
qu'il n'y a pas de quota, c'est-à-dire que finalement une décision a été prise pour que chacun fasse comme il veut. Ouais. C'est assez bizarre. Ouais. Par ailleurs, vous venez de dire quelque chose de très très important, à savoir que cette réunion a été organisée pour examiner le cas de 120 000 réfugiés. Or, tout le monde dit, et les Allemands les premiers, qui sont les premiers à subir le choc, qu'il pourrait être entre 800 000 et 1 million. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du reste? Bon, et là-dessus, nous n'avons pas beaucoup de résultats. C'est réaliste, la politique des hotspots, de créer des centres où on accueille ces réfugiés et on fait le tri entre ceux qui sont vraiment réfugiés. Je dis aussi depuis plusieurs semaines que ces hotspots, c'est-à-dire les centres d'accueil et de répartition, d'identification et de répartition, c'est comme ça qu'ils s'appellent, c'est une bonne idée, mais ce serait encore une meilleure idée s'ils étaient à l'extérieur de l'Union européenne. C'est-à-dire en Turquie, une bonne raison. Au Liban, en Libye et en Libye. En Libye, ça fait. Et comment on fait alors que la Libye... En Libye, ça fait des mois que je le dis. La Libye est un chaos. Ça n'est plus un État. Bon, ceci dit, il y a de très fortes migrations et des migrations qui ne sont pas toutes politiques et de loin, puisque si bien il y a beaucoup de migrations à visée économique qui viennent du Sahel, qui étaient autrefois contenues lorsque la Libye avait encore une structure étatique et qui ne le sont plus aujourd'hui. Eh bien, écoutez, il faut que la communauté internationale impose un centre d'accueil en Libye, un centre d'accueil qui soit à la charge du Conseil des réfugiés, du Haut-Commissariat des réfugiés des Nations Unies, qui soit protégé par des forces de l'Union européenne. Mais pour ça, ça serait mieux de le faire avec un accord des Nations Unies, et tout se tient lié. Pour avoir un accord des États-Unis, il faut qu'on se rabiboche avec la Russie. D'accord. Et François Hollande a raison, justement, il veut convoquer un sommet de l'ONU sur la Syrie. Est-ce qu'il a raison de faire ça ? Bien, écoutez, oui, il a raison. Il a raison, effectivement, il faut trouver une solution en Syrie. Enfin, c'est là la source des difficultés. Sur les réfugiés, est-ce que les Républicains ont un discours cohérent ? On les entend les uns et les autres, et on a l'impression qu'ils jouent chacun leur partition. C'est votre avis ? Moi, je trouve que le discours est beaucoup plus cohérent que vous ne le dites, mais c'est votre rôle de souligner non, parce que je vois que, les différences. Par exemple, la réforme du droit du sol, eh bien, c'est sur les migrants, généralement. Là, vous touchez effectivement un point qui est extrêmement important, parce qu'on en arrive, par glissement sémantique successif, à confondre les migrants et les réfugiés. Bon, or, c'est très différent dans l'approche, et puis également dans la façon dont on répond à l'afflux des personnes qui viennent chez nous. Prenons par exemple le cas de l'Allemagne. On dit qu'il y a en Allemagne 800 000 migrants qui vont arriver, dont la moitié viennent des Balkans. Bon, et à l'évidence, ceux qui viennent des Balkans n'ont pas du tout de vocation à bénéficier du statut de réfugié politique, puisqu'ils appartiennent à des pays qui veulent rejoindre l'Union européenne et qui ont déjà fait la preuve de leur respect des droits de la personne, des droits collectifs, etc. Donc il faut bien faire la distinction. Il y a les réfugiés, il y a les migrants économiques, il y a ceux qui utilisent le flux des réfugiés pour essayer de se glisser parmi eux, mais qui n'en sont pas. Frontex dit qu'il y a 13% de ceux qui se prétendent syriens qui sont qui pakistanais, qui algériens, qui tunisiens, etc. Tout ça est à voir. Et puis il y a une catégorie très particulière que je qualifierais de réfugiés de guerre. Donc vous êtes sur la ligne de Nicolas Sarkozy. Oui, absolument. Ce sont des gens qu'il faut accueillir, mais qui doivent repartir dans leur pays une fois le conflit terminé. Mais ça sera d'autant plus facile, Yves Tréhard, que nous aurons créé des centres d'accueil à l'extérieur de l'Union européenne. Le président de la République française dit souvent, en matière migratoire, et le Premier ministre encore davantage, nous sommes à la fois accueillants et fermes. Nous sommes fermes parce que nous allons reconduire les gens qui viennent chez nous de façon régulière. Cela étant, il n'en est rien du tout. Ils ne nous ont pas donné les recettes. Et ce que j'observe, c'est que quand j'ai quitté le ministère de l'Intérieur, nous étions sur une tendance de reconduction des étrangers en circulation irrégulière de 40 000. Aujourd'hui, c'est 15 000. C'est 15 000. Claude Guéant, deux petites questions pour terminer. On a appris récemment que le parquet avait demandé un non-lieu dans l'affaire Tapie pour Madame Lagarde. Madame Lagarde qui était ministre des Finances à l'époque de l'arbitrage. Et on a dit qu'elle était poursuivie pour négligence. Est-ce que ce non-lieu, ça vous paraît conforme à ce qu'il faut faire ?
Personnellement, je me réjouis beaucoup de cette position du parquet, qui ne préjuge pas pour autant la décision de la Cour à ce stade. Mais je m'en réjouis beaucoup parce que Mme Lagarde, comme l'ensemble du gouvernement, a toujours une position qui n'était gouvernée que par l'intérêt public, et notamment l'intérêt pour nos finances publiques. Un arbitrage par rapport à une juridiction judiciaire, ça a l'avantage d'être borné, puisque la partie accepte à l'avance les maxima. C'est ce qui a été fait, c'était pour sauver les finances publiques, effectivement. Les affaires, bon, on parle encore dans le canard enchaîné, il y a eu des révélations, enfin des propos qui ont été, des lignes qui ont été écrites, je dirais, sur les transferts de fonds entre vous, votre fils et tout. Vous vivez ça comment? Je le vis mal, évidemment. Ceci dit, la semaine prochaine, je comparais devant le tribunal correctionnel pour avoir touché, comme des milliers d'autres, des primes en espèces lorsque j'étais au cabinet du ministre de l'Intérieur. Ça me donnera l'occasion de m'expliquer, de me justifier et de dire que tout ça était absolument régulier. Ça sera la première fois dans une audience de justice? Oui. Tout à fait. C'était le talk de Claude Guéant qui nous a dit bien que oui, Mme Merkel a raison, il faut, pour trouver une solution en Syrie, passer par un dialogue renoué avec un dialogue avec Bachar el-Assad. Et il nous a dit aussi qu'il était en conformité avec les idées de Nicolas Sarkozy pour ce qui concernait les réfugiés et les migrants, qui évidemment les uns et les autres ne doivent pas avoir le même régime. Merci Claude Guéant. Merci.